Et salut les rôlistes, nous voilà pour le second opus de notre débriefing sur la campagne impériale, la campagne de l'ennemi intérieur pour Warhammer Fantasy. Comme prévu, je vais ici divulgacher, spoiler complètement l'intrigue globale de la campagne. Donc, pour ceux qui ne veulent pas être spoilés, arrêtez tout de suite ce podcast ou cette vidéo. Laissons là pour les MJ ou autres qui veulent découvrir la vraie histoire, ou en tout cas l'histoire qui amènera nos personnages tout au long des routes de l'Empire et des fleuves de l'Empire. Mais surtout, tout commence finalement il y a 2512 ans. À peu près car tout cela est révélé dans l'Empire en ruine, le dernier opus, non encore traduit à cette heure en français. Et donc, c'est le tout premier chapitre qui va révéler en un chapitre, il n'y a pas énormément finalement, la véritable histoire, l'histoire cachée de l'Empire. Car au tout début, l'Empire est créé par Sigmar. Donc Sigmar réunit les tribus qui sont au niveau des terres qui s'appellent pas encore l'Empire, mais qui sont sur ma map par exemple, on pouvait ici le voir sur l'écran, donc le Raglan, mais qui s'appelle pas Raglan, donc il va réunir des tribus et puis finalement, après avoir repoussé des forces extérieures, il va les allier en Empire et il est dit que c'est lui qui va créer finalement le système de l'Empire, certainement amélioré siècle après siècle. Mais c'est lui qui va, par exemple, définir les électeurs qui vont choisir le nouvel empereur à chaque fois que le précédent décède. C'est lui qui va définir aussi un des symboles tutélaires de l'empereur. Parce que l'empereur, empereur après empereur, va recevoir comme signe absolu de son pouvoir d'empereur Galmaraz. Galmaraz, c'est quoi? Galmaraz, c'est un marteau runique, nain, qui a été offert par le peuple nain à Sigmar au tout début de sa carrière de futur empereur. Alors, je ne vais pas faire toute l'histoire de Sigmar, bien entendu ici, juste les points saillants. Et donc, ce marteau va l'accompagner dans ses victoires. Et c'est comme ça que, alors qu'il va être élevé au rang de dieu, alors que peut-être il quitte l'Empire pour aller jusqu'aux cieux et devenir le dieu tutélaire de l'Empire, il va laisser son marteau pour symboliser l'Empire, mais aussi pour symbole de pouvoir pour l'empereur. Et donc ce marteau est hérité, passé d'empereur en empereur. Alors parfois, il y a eu plusieurs empereurs à la fois, donc on ne sait plus trop qui l'avait, mais enfin, bref. En 2512 de notre ère, c'est Karl Franz qui a ce marteau, Galmaraz, symbole de son titre d'empereur. Mais voilà, tout ça, c'est faux. En réalité, le marteau de l'empereur et des empereurs n'est qu'une copie. En réalité, le marteau Galmaraz de Sigmar n'est certainement pas celui qui est trimballé, porté par les empereurs aujourd'hui, car il est enfermé dans une des cavernes des montagnes noires. Oui, à l'endroit nommé The Black Fire Pass, donc la passe du feu noir. Parce qu'est-ce qui s'est passé? Alors que on pense tous que Sigmar est monté aux cieux à la fin de son règne, peut-être par choix. Non, non. La véritable histoire, telle que racontée dans l'Empire en ruine, c'est que la fin de Sigmar, c'est un combat. Un combat fantastique, un combat mythique, mais finalement qui a été occulté. Un combat contre un démon. Un démon d'une puissance phénoménale. Un, un seigneur du changement. Alors, Chirarguetru, vous le prononcerez comme vous voulez, Chirarguetru, ce démon, est envoyé certainement par les forces, par les dieux du chaos, pour combattre Sigmar. Mais Sigmar se bat. D'ailleurs, je vais même dire que la passe du feu noir a été à ce moment-là, entre le combat contre ce démon fantastique et Sigmar, a été façonnée par les coups à la fois de Galmaraz, mais la puissance du démon. Mais
Sigmar combat, mais n'arrive pas à détruire Chirag-Gétrude. Il n'arrive pas à le détruire, mais il arrive à l'emprisonner très profondément dans les montagnes noires, enfermant ce démon. Mais pour pouvoir sceller cette prison, il va utiliser Galmaraz. La puissance magique de Galmaraz va permettre de sceller la prison de ce très puissant, ce titanesque Chirag-Gétrude, ce démon. Et voilà que peut-être à ce moment-là, c'est à ce moment-là que Sigmar va rejoindre les cieux en tant que dieu. Il a fait ce qu'il avait à faire, empêcher un démon de détruire l'Empire naissant, laissant son marteau tutélaire en termes de clé de voûte d'une prison d'un puissant démon. Mais vous allez me dire, que se passe-t-il? Eh ben, des nains et le clergé naissant de Sigmar va tout simplement, ils vont créer une copie de Galmaraz. Et c'est cette copie qui, génération après génération, siècle après siècle, va représenter quelque part une copie symbolique, mais une copie aussi qui a un peu de puissance, une copie magique de Galmaraz, va devenir le symbole tutélaire des empereurs. Donc, Galmaraz existe, hein, bien sûr, mais celui porté par l'empereur Karl Franz au tout début de la campagne est un faux. Mais revenons à ce démon. Ce démon est enfermé, ce démon est là, mais enfermé finalement dans le vieux monde, mais il ne va pas rester inactif, car les siècles passent, les années, et peut-être les milliers d'années, alors qu'il se languit dans cette prison, dans cette grotte, et le démon va commencer à trouver une partie un peu plus faible de sa prison, et puis va pouvoir, au fur et à mesure, commencer à nouveau à pouvoir projeter une partie de son essence démoniaque dans l'Empire. Et c'est comme ça que, au fur et à mesure, il va pouvoir influencer des démons mineurs, il va pouvoir influencer surtout à Aldorf, parce qu'Aldorf est un nexus de puissance magique, hein, et vendus finalement magiques, qui sont liés au monde, au royaume du chaos. Et il va pouvoir envoyer des visions prophétiques perçues par les vannes magiques. Il va pouvoir communiquer, pas vraiment clairement, hein, avec des magiciens, surtout ceux qui utilisent les vents noirs. Et au fur et à mesure, siècle après siècle, il va pouvoir créer, ou en tout cas manipuler, pour que des cultes commencent à se développer. Mais son objectif est clair, ces cultes ont l'objectif, bien entendu, de prier, d'adorer Sinch, qui est son dieu tutélaire, mais aussi peut-être un jour d'arriver à le délivrer. Et c'est là où va apparaître ce démon. Gideon, on va en parler beaucoup quand on fera le détail de chaque livret, mais Gideon, on va le trouver dès le début, c'est un démon mineur, hein, par rapport à Chirag-Gétrude. Mais celui-ci va essayer, va comprendre que s'il libère Chirag-Gétrude, il en tirera des grandes faveurs. Mais aussi, s'il libère Chirag-Gétrude, Gideon va s'assurer que la désolation va s'abattre sur l'Empire. Mais bon, il faut jamais oublier que les humains ne fonctionnent pas exactement comme on veut. Donc Gideon, qui est immortel, hein, bien entendu, et qui pendant des années va essayer de pousser ses cultes chaotiques, et va se rendre compte qu'en fait les humains, ils n'ont qu'une envie, c'est plutôt d'utiliser la puissance que Tzeentch leur donne dans une quête de pouvoir matériel et temporel, mais pas du tout d'aller aider à libérer un démon majeur au milieu de l'Empire et au milieu de Aldorf. Donc, Gédéon, lui, va essayer de fait de tromper ses alliés humains, et c'est là où en fait on va avoir la naissance de la main pourpre. La main pourpre, c'est le culte principal qui sera l'adversaire peut-être premier pendant une bonne partie de la campagne
des personnages. Et Gédéon va faire en sorte que des cellules de la main pourpre se créent de ci, de là dans l'Empire, dans les grandes villes, afin que l'Empire soit affaibli, mais aussi il souhaite que vienne au pouvoir dans l'Empire un, encore un humain suffisamment puissant pour accueillir, ou en tout cas servir de passage à Chiranagetru lorsque celui-ci va tenter de rejoindre le vieux monde. Et c'est là où on va aborder un des secrets, donc encore un secret. Et Gideon, finalement, siècle après siècle, il est arrivé à une conclusion, c'est que le sang impérial est certainement meilleur, et puis a défini, il y a peu d'années maintenant, que la personne la plus amène d'accueillir Chirangrétru, de servir de vaisseau à Chirangrétru, serait le prince Wolfgang Olwich Abenauer, l'héritier de Karl Franz, qui n'est pas son fils, mais qui est l'héritier du trône impérial. Et donc, il va faire en sorte que celui-ci soit entraîné par des personnes, alors, un certain nombre de personnes qui s'appellent les 9 yeux et qui vont entraîner le prince Wolfgang à être le meilleur de lui-même, mais surtout celui le plus à même d'accueillir Chirangrétru. Ceci dit, il continue, Gideon, ce petit démon, mais qui commence à être puissant, il continue à faire évoluer la main pourpre, et puis c'est lui qui va s'occuper de Castor Libérum. Castor Libérum, c'est un personnage qu'on ne voit jamais dans la campagne parce qu'il meurt, hein, dans le premier, c'est un PNJ qui va mourir, mais Castor Libérung, c'est un sosie, au hasard ou pas au hasard, d'un de vos personnages. Et donc, tout va commencer alors que Gédéon a envoyé ce Castor Libérung, un membre de la main pourpre, qui vient de Nuln, et il va en fait se balader, ce Castor Libérung, de cellule de la main pourpre à cellule de la main pourpre, un peu partout, afin que il les réunisse, et surtout il va parler d'un champion des ombres, un champion du chaos. Tout ce que veut finalement Gideon, lui, c'est d'aller trouver des personnes capables finalement d'aller enlever ce marteau qui est, comme je vous le disais au début, la clé qui enferme Chirangrétru, ce grand démon, depuis 2500 ans. Et ce qui est raconté dans l'Empire en ruine, c'est que Gideon, justement, en manipulant la main pourpre afin que celle-ci fomente de plus en plus de chaos, il s'attend à ce que l'Empire mette au monde, de l'Empire s'élèvent des héros, et ce sera ces héros qui seraient pour lui les seuls capables d'aller enlever le marteau et de libérer le démon, puisque seuls des héros au cœur pur, généreux et non corrompus, ce qui c'est complètement les héros que vous allez avoir, peuvent enlever ce marteau et peuvent pénétrer dans la prison pour ouvrir la prison du démon. Donc voilà l'histoire où vous allez commencer, c'est-à-dire toute ce trame depuis 2500 ans et peut-être depuis des dizaines d'années avec ce Gideon, ce démon à la solde de Chirangrétru, cet énorme démon de Sinch. Et puis vos personnages vont être projetés là dans cette histoire. Donc il faut juste avoir en tête que toute la campagne impériale, finalement, si on en croit l'Empire en ruine, c'est juste la quête enfin c'est déjà beaucoup, la quête d'un démon mineur à la solde d'un démon majeur qui a envie de se libérer d'une prison qui a été fermée par Sigmar lui-même il y a 2512 ans, et que toute cette histoire vise à trouver une bande d'aventuriers capables d'enlever le marteau de l'endroit où il est posé afin de libérer ce démon majeur et de l'envoyer sur le vieux monde et surtout à Altdorf, parce qu'il est lié à Altdorf magiquement, oui, pour qu'il puisse se réincarner dans le corps d'un avatar qui a été préparé pour lui. C'est ça l'histoire officielle. Donc tout ça, voilà, c'est un peu long, 10 minutes pour expliquer, mais vous avez le pourquoi du comment, et c'est un peu, soyons clairs, c'est un peu faiblard, hein, j'ai un démon mineur qui pense comme ça des années avant, puis trouver des aventuriers. Bon, donc, moi, ce que je vais rajouter à cette histoire, c'est que j'ai voulu lier, donc là, attention, hein, ce que je vais vous dire maintenant, ce n'est pas dedans.
La campagne officielle, c'est le moyen que j'ai trouvé moi pour lier mes personnages à cette histoire. Parce que sinon, ça tombe un peu comme un cheveu sur la soupe. Donc là, ce que moi j'ai fait, c'est que dès le début, j'ai demandé à mes joueurs d'incarner, des cousins. Vous aurez remarqué, alors et tous ne sont pas arrivés à la fin. Et ils commencent, mes 3 cousins, alors qu'ils viennent d'enterrer, leur grand-mère, Rochilda Moulin. Ils viennent d'enterrer, ça commence après, alors qu'ils sont retrouvés dans le village de leur enfance, pas très, très loin d'Aldorf, à quelques jours d'Aldorf. Et en fait, alors au début, ils se regardent, ils sont pas bien vus, mais ils sont tous, nés alors issus en fait de la même, grand-mère, qui a donné naissance à 3 filles. Mais ces 3 filles, qui est donc leurs mères respectives, sont nées de père inconnu. On ne connaît pas le mari de la grand-mère Rochilda. Et donc je vous donne moi l'intrigue. Dès le début, j'avais considéré que leur grand-mère était une puissance dans l'Empire puisque elle était, dé démonologue, nécromante aussi. Et je vais même aller plus loin. J'en ai fait un lien avec un personnage qui apparaît un peu secondaire peut-être à un moment donné, qui est le personnage, hem, d'Otto Bourman. Alors Otto Bourman, c'est un plénipotentiaire impérial qui va apparaître dans l'histoire officielle, dans Mort sur le Reich et dans ma version, il va même aider les personnages parce que en fait, il va se rendre compte que Carmilla, qui est une de mes joueuses, qui est une de mes personnages, ressemble à trait pour trait à son amour de jeunesse, la grand-mère Rochilla Moulard. Donc j'ai défini dès le début que mes 3 cousins étaient finalement des descendants, de ou liés à Otto Bourman et surtout Carmilla, puisque celui-ci a eu une relation avec, leur grand-mère Rochilda Moulard, alors que lui, il était marié, qu'il a sauvé d'ailleurs, Rochilda Moulard, des traits et des filets de l'Inquisition, du temple de Sigmarith. Et il sait très bien que la grand-mère Rochilla Moulard s'est retirée dans un village pour, finir ses jours. Mais grand-mère Rochilla Moulard est une démologue et avait accès et a eu accès dans sa carrière à des informations privilégiées et elle était complètement au courant, peut-être alliée, ça restera dans l'ombre d'un Gideon ou peut-être avait-elle ses propres objectifs et elle a quelque part manipulé sa descendance pour que sa descendance puisse un jour ou l'autre, jouer une place prédominante dans l'Empire et même plus que ça, pour qu'ils soient nommés, des champions du chaos. Oui, parce que c'est une démonologue, une nécromancienne et plutôt très corrompue. Donc ces enfants naissent pas corrompus, ces petits-enfants, mais ont une trajectoire plutôt écrite par elle pour qu'ils deviennent des personnes importantes de l'Empire. Donc Armia et sa descendance, ainsi que Lorenz Psiserman, qui était notre gladiateur, et celui-là, il a d'autres, un petit bonus, c'est qu'en fait, quand sa mère, donc fille de Rochilda, a eu, des enfants, en fait, il y a eu des triplés. Il y a eu des triplés, et les triplés ont été, enlevés. Alors il y en a un qui a été, laissé à sa mère, Lorenz. Les autres ont été envoyés à différents endroits par, mère Rochilda afin qu'ils, deviennent des messagers du chaos, on va dire ça, et qui soient manipulés. Donc il y a 3 messagers, 3 Lorenz, 3 copies, de Lorenz qui existent, dans l'Empire, qui ont le même âge que lui et qui lui, ressemblent. Et donc vous savez quoi? Hem, Lorenz, ça tombe bien parce que, il a un jumeau. Enfin, il a même, oui, ils ont des triplés. Et Lorenz, au tout début de l'aventure, et ben, il va tomber sur le cadavre d'un de ses frères. Et c'est comme ça que, j'ai expliqué dans ma propre trame narrative que Lorenz, ressemblait
trait pour trait, alors à ce sosie, bien sûr, mais qui est pas un sosie, un de ses frères, à Castor, Ibérung. Et c'est ça que j'avais trouvé pour qu'il y ait une cohérence dans mon histoire. Donc ce n'est pas 2 étrangers, c'est 2 frères et effectivement, c'est hasard, destinée, peut-être, ou tout ça manipulation de leur grand-mère. Qui sait si elle n'est pas mort le bonjour? Peut-être pas quand même. Ou tout simplement Tzinch, le dieu du changement, puisqu'après tout, on a le droit d'utiliser les dieux qui, eux aussi, peuvent faire des miracles, les dieux chaotiques, comme les dieux loyaux peuvent en faire. Donc voilà comment, finalement, j'ai des familles, une famille qui va être liée à l'intrigue. Alors au début parce ils vont trouver un sosie, mais aussi parce que, via Otto Bourman, je vais pouvoir leur permettre de rentrer plus dans l'intrigue. J'explique un peu pourquoi, puisque mes personnages ne sont pas nobles du tout et à un moment donné, s'ils n'ont pas de support dans la campagne de personnes nobles, soit ils le font eux-mêmes, soit il y a un support, leur vie, enfin l'aventure est plus compliquée. Donc ça me permettait aussi de pouvoir les faire rentrer, heu et à la fin d'ailleurs, Carmilla deviendra l'héritière légitime de Otto Bourman et prendra ses terres, deviendra, la comtesse, Carmilla Bourman elle-même. Donc voilà, dès le début, je l'en avais fait des personnages qui étaient liés à l'intrigue, alors pas complètement, pas manipulés par les démons, mais qui pouvaient avoir un contact étroit avec l'aventure. Donc je récapitule une histoire qui vient de très 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 loin et puis qui va se déclencher par tout un beau matin, on va dire, en diligence, une attaque d'une diligence, des morts et puis nos personnages qui arrivent lui derrière dans notre diligence et qui vont trouver une attaque par des hommes bêtes, des créatures du chaos, des hommes bêtes, et puis la mort d'un des triplés, d'un des frères d'un personnage, même s'il ne le sait pas à ce moment-là. Et tout va commencer là, et là, je vais commencer, après 20 minutes à peu près d'explications sur le passé, à vous expliquer ma trame narrative globale de la campagne qui va commencer donc près d'Aldorf. Ça va commencer près d'Aldorf, cette attaque de diligence, et puis un message sur le cadavre du sosie de Lorenz, qui va finalement les envoyer pour une histoire d'héritage, quelque chose d'assez gros, hein, qui est d'ailleurs un piège tendu par un chasseur de primes, euh, Adolphus, un piège tendu à ce castor Libérum. Et c'est ça qui va envoyer, alors c'est l'histoire officielle, doit envoyer en fait nos aventuriers à Bogenhofen. Donc ils sont pas loin d'Aldorf. La première, et encore une fois, hein, je ferai dans le détail un chapitre par livret. Donc là, je fais vraiment l'histoire assez rapide du premier livret qui va en fait voir nos aventuriers aller à Aldorf. Dès le début, ils se rendent compte, car Lorenz est un clone, un sosie, hein, de d'un membre du culte de la main pourpre. Il se rend compte qu'il y a ces membres du culte qui l'ont identifié, qui essaient de le trouver, peut-être d'en savoir un peu plus, surtout que le castor ne donne plus signe de vie. Donc voilà, ça commence par, on va dire, des quiproquos sur l'identité de Lorenz, qui donne un petit côté mystérieux, hein, dès le début. C'est pas une aventure aussi simple que juste, il faut aller chercher un héritage, à Bogenhofen, mais on est plutôt sur, attention, il y a quelque chose d'un peu plus mystérieux. Et surtout qu'ils sont aidés par ce castor, hein, là, cette, ce chasseur de primes. Alors, je dois en dire moins sur ce personnage, ce castor, comme ça on profite sur l'intrigue. Il sera présent toute la campagne. Dans ma campagne, il est présent toute la campagne. Il est embauché par quelqu'un qui est à Ubersreich, qui est Lady Natch, qui est celle qui est plus ou moins en charge d'Ubersreich, parce qu'il y a un sujet avec Ubersreich qui est une diversion du culte de la main pourpre. J'en reparlerai aussi plus tard. Et donc Ubersreich est sous contrôle impérial et Lady Nash qui est une dame espionne, hein, en tout cas qui est à l'Empire et qui contrôle la ville, veut en savoir plus sur le culte de la main pourpre, se rendant compte que tout ça, et surtout l'invasion par les forces impériales d'Ubersreich, est un peu mystérieux. D'où, pour moi, dans mon histoire, Castor.
pas Castor, Adolphus, est un chasseur de primes à sa solde et qui va aider et puis surtout qui va, comme participer à l'aventure globale. On le retrouvera dans ma vision, quasiment dans chaque livre. En tout cas, il est là pour, au début, identifier ce Castor Libérung, donc Adolphus est à sa poursuite, lui a tendu un piège et donc les PJ, sans le savoir, eh beh, vont tomber dans le piège de ce chasseur de primes Adolphus. Adolphus qui, finalement va les suivre ou les précéder en fonction de ce qu'ont fait les personnages. Donc de Altdorf jusqu'à une petite, jusqu'à Bogenhofen, mais en passant par Westbrook et à Westbrook d'ailleurs, il peut y avoir un combat ou pas où, Adolphus va aider ou va essayer de supprimer, notre PJ sosie, hein, parce qu'oublions pas, Adolphus pense que, Lorenz est, un membre éminent du culte de la main pourpre. Mais au final, si tout se passe bien ou pas, si Adolphus peut mourir aussi, hein, n'oubliez pas que les personnages peuvent mourir, nos personnages vont arriver à Bogenhofen. Là, Bogenhofen, c'est surtout l'occasion de participer à la Schaffenfest, à une grande fête. Alors ça va être extrêmement et je préciserai dans ma description de l'épisode consacré à ce livret, l'idée, ça va être de découvrir l'Empire, hein. Je suis très clair, la vie de l'Empire. Donc l'intrigue est assez simple, on va arriver à cette intrigue de un faux héritage, donc le piège, d'Adolphus pour amener, Castor Libérung ici, qui va s'avérer, inexistant ou servir à rien, surtout si Adolphus se rend compte que Lorenz, ou le sosie n'est pas vraiment, Castor Libérung. Mais surtout, l'idée, c'est de participer à la Schaffenfest et de faire plein de trucs à vos personnages. Rien à voir avec l'intrigue globale, mais c'est marrant et puis, ça fait découvrir l'Empire, jusqu'au moment où quand même, on va avoir un culte. Ah bien entendu, il y a toujours un culte au début, surtout ça peut être une aventure indépendante et donc là, on va avoir, maille à partir avec, la guilde des marchands de Bogenhofen, dont l'un des grands dirigeants, Tungen, est, un cultiste et qui veut, alors il va avoir le pouvoir bien entendu sur la ville, il va avoir du pouvoir matériel et puis il pense qu'il va être aidé par les, démons. Pas forcément de lien avec le culte de la main pourpre. Donc vous pouvez, sans problème faire un lien avec le culte de la main pourpre, mais c'est pas obligé c'est pas officiel qu'il y ait un lien avec le culte de la main pourpre. Tungen est manipulé en revanche par Gideon et c'est là où on va trouver Gideon. Gideon, la première fois où on va ou Gideon comme, vous le prononcez, Gideon, on va le trouver là la première fois. Il joue, le rôle de serviteur, majordome de Tungen. Alors je me suis toujours demandé ce qu'il foutait là, en tant que majordome, alors qu'en même temps il essaie de faire, des trucs, de folie avec le culte de la main pourpre dans tout l'Empire. Mais bon, il est là avec Tungen qui est même pas vraiment du culte de la main pourpre. Bon bref, en tout cas, ça va être la première fois qu'ils vont être en lien et ce que veut faire Gideon pour sûr, c'est ouvrir un portail vers les royaumes du chaos pour que des démons puissent, venir dans l'Empire ici. Et donc le but de cet ennemi dans l'ombre, ça va être de découvrir que l'Empire, enfin que Bogenhofen est pourri par, des cultistes, un guilde des marchands et empêcher ou pas le portail de s'ouvrir. À vous de voir si vos personnages arriveront à l'empêcher et c'est là où on va passer à Mort sur le Reich. Donc, Mort sur le Reich, le lien est un peu ténu, c'est un peu, il faut être grand stratège pour bien comprendre, mais il faut vraiment qu'ils aient toutes les informations aux personnages, sinon ils sont perdus. Et bien parce que Mort sur le Reich, ça commence, d'un lien avec une sorcière qui est une alliée. Alors Etelka, on va l'appeler la sorcière Etelka, qui est une alliée de ce marchand de la guilde des marchands, Tungen, et elle vit à Nuln et elle lui envoie des messages et en fait, sur cette base-là, nos personnages vont décider d'aller chasser cette sorcière à l'autre bout, du Ragland. C'est à peu près ça. Donc je vous encourage, comme moi j'ai essayé de le faire en tout cas, c'est quand vous êtes dans le premier livret, faites de cette sorcière quelqu'un qui est plus importante que juste un mot dans un message trouvé, sur le corps, de Tungen, parce que surtout si dans le bureau de Tungen, si vous le trouvez pas, vous êtes mort. Bon, ça, vous aurez pas le lien.
Donc, je vous encourage à faire des liens un peu plus forts pour qu'à la fin de l'ennemi dans l'ombre, les personnages, et en tout cas les joueurs, se disent: «OK, cette Etelka, heu, elle a on faut aller la chercher». En fonction de vos personnages, alors moi j'avais un Sigmarite, c'est plus simple parce que hop, on lui dit: «Bah, faut t'en occuper, c'est une sorcière» et hop, il est parti, il emmène tout le monde. Si vous avez que des ratiers, et puis, ou des magiciens, peut-être les magiciens vont être intéressés parce que c'est une Etelka, c'est une sorcière magicienne qui vient des universités de nuit. Donc voilà, le petit lien, intrigue, comment ça passe. Le premier c'est: j'ai un sosie, je vais aller récupérer son héritage parce que c'est beaucoup d'argent. Je me rends compte que, je sauve Boganofen ou je sauve pas Boganofen, mais que en tout cas, il y a une histoire et moi je l'ai poussé par, Adolphus. Ensuite, Mort sur le Rex, c'est une longue balade sur les fleuves, sur les routes, du Reikland. Mort sur le Reik étant ce fleuve. Là, j'essaie de vous le montrer, hein, sur la carte, que pas besoin d'avoir, à l'écran, mais le Reik traverse, le Reikland, hem, de Grisenwald quasiment jusqu'à la sortie, ça va jusqu'à Marienburg, mais le Reikland s'arrête avant Marienburg. Donc là, on va se balader. On va faire de Boganofen, on va retourner à Altdorf. On va faire de Altdorf à Camperbad, qui est une cité marchande. De Camperbad, on va aller au pic noir. Voilà. Le pic noir, c'est sur. Alors tout ça, on est sur le Reik, hein, à chaque fois. Donc on va suivre pour ça Mort sur le Reik. Donc à Camperbad, il y a des marchands, il y a aussi la main pourpre. À Grisenwald, on va se rendre compte que effectivement la sorcière Etelka a pris possession d'une tour naine d'ailleurs, et on aura des sujets avec des nains qui sont locaux. Donc voilà, on va trouver dans Borsulrek pas mal de lore de Warhammer. Et j'ai oublié dès le début, on va aussi trouver ces tours-là, ces sémaphores, ces signes. Voilà, je vous le montre à l'écran. Alors, pareil, dans l'intrigue, on est censé s'arrêter, descendre dans la cave du sémaphore, de la tour de signal, trouver en fait qu'elle est liée à Etelka et elle est liée aussi à la famille des von Wittgenstein qui ont leur château. Tout ça, c'est tiré par les cheveux que vas-y, mais bon, pourquoi pas. Hem, Moi, je conseille de rester sur Etelka au début et puis, on va découvrir que, tout ça est lié au château, des von Wittgenstein parce que tout ce qui est autour, de Mort-sur-le-Reik, c'est sur le Reik, à part quand on est sur les collines nues, les Barenville, désolé, les collines désolées. Et donc, je continue, on descend vers Nune, Camperbad, Grisenwald. Là, on va s'opposer contre des gobelins qui sont à la solde des Telka. C'est censé, de manière officielle, être une course contre la montre, hein. Donc, Etelka a un planning. Elle va être aidée par un personnage que les joueurs ont rencontré dans une auberge au tout début. Euh, et là, on n'est plus sur le culte de la main pourpre, on est sur la couronne rouge. Donc, Mort sur le Reik, c'est une course-poursuite contre une sorcière, Etelka, qui est membre proche de la couronne rouge, hein, qui est un culte. Un culte du chaos, mais qui n'est pas celui du culte de la main pourpre, hein, c'est bien différent, et puis qui est plutôt lié ou dédié à la protection des mutants, des bêtes. Donc, vous avez une proposition d'avoir un deuxième culte. Je vais être très clair, faut avoir du temps pour en exploiter toute la richesse, parce que c'est un culte à part. Donc, n'hésitez pas, à limiter ou à rajouter en fonction de ce que vous voulez, mais ça rajoute une complexité parce que, autant dire que moi, mes joueurs ont toujours pensé que tout ça, c'était lié à un seul culte. Voilà, sur ce culte de la couronne rouge. Donc une fois qu'ils se sont rendus compte qu'Etelka est pas là, ils vont repartir, ils vont se rendre compte, et c'est là où c'est assez intéressant, que
elle est partie aux collines désertiques ou nues et c'est une course contre la montre. Ils sont à la recherche, ils vont se rendre compte qu'elle est à la recherche de Malpierre. La Malpierre, pour parler un instant, c'est, une pierre qui vient de Morslib, la lune, chaotique. Morslib, il y a 2 lunes, hein, Manslib et Morslib dans l'univers du vieux monde. Morslib, c'est une lune chaotique, et les pierres qui tombent de Morslib, entraînent le chaos. Et puis surtout, elle est erratique on la voit dans le premier opus, hein, Ennemis dans l'ombre, vous jouerez pas mal avec Morslib, vous pouvez l'utiliser, tout le temps de la campagne, c'est assez intéressant. Et donc dans les collines, hein, dénudées, ils vont trouver la tombe. En tout cas, donc ils vont trouver, l'endroit où Dagmar von Wittgenstein, un ancien von Wittgenstein, aurait trouvé une Malpierre, vous serez venu chercher, il serait enterré là ou pas. En tout cas, ils vont apprendre par via des fantômes, s'opposant à Etelka, et son groupe, ils vont apprendre qu'en fait, Dagmar a ramené la Malpierre dans son château, le château des von Wittgenstein, qui est pas loin de Wittgendorf, donc au sud, de Cambermad. Et donc c'est là où les aventuriers vont se dire: «Eh beh, il faut aller détruire cette Malpierre» et vont descendre au château des von Wittgenstein. Et partie que moi j'apprécie, on va rentrer plutôt dans un donjon où, l'idée ça va être, de subtiliser la pierre, d'aider les villageois qui sont sous le joug, de 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 nobles qui sont chaotiques, hein, parce qu'il y a une Malpierre dans ce château et donc les nobles sont dégénérescents. Et donc ça va être aussi un grand moment d'opposition entre le chaos et la loyauté parce que tous les chaotiques ne sont pas mauvais, loin s'en faut. Tout doit finir dans l'histoire originale, tout doit finir par la Malpierre volée par des Skaven. Donc nos personnages vont lutter, rentrer dans un château fort, se battre et puis on leur vole, juste devant leur pierre. Bon sachez que moi j'ai pas fait différemment, j'ai tout fait exploser. Parce que, ils ont échangé voilà, de la magie avec, les Skaven. Donc c'est leur première rencontre avec les Skaven qui, les suivent depuis les collines dénudées, pour, récupérer cette pierre. Voilà, donc le deuxième opus, je l'ai fait un peu long, mais on va aller se balader dans le Reich et puis on va se retrouver, hem, à la fin, un peu sans objectif. Voilà. Et c'est là où il faut trouver, une idée pour aller, à Middenheim. Parce que le prochain volet, c'est Middenheim. Donc, en fait, il y a des inscriptions, des courriers échangés entre, hem, les von Wittgenstein vivant dans leur château et un des leurs qui sera à Middenheim. Et ça, c'est le lien officiel de la campagne. Donc il faudrait que nos joueurs se disent, «Tiens, il faut, que j'aille à Middenheim parce qu'il y a un certain, Gotthard von Wittgenstein qui vit là-bas et comme ça on va là-bas» et cetera. Bon, c'est toujours un peu faiblard, donc n'hésitez pas. Moi j'ai remis, Adolphus, hein, le chasseur de primes qui chasse, Castor dès le début, en disant qu'effectivement, le sosie de Lorenz, de mon personnage, avait été à Middenheim. Et donc, en fait, j'ai mis pas mal de flèches vers Middenheim, les von Wittgenstein, la suite finalement de la poursuite du culte de la main pourpre à Middenheim. Donc, les personnages vont aller à Middenheim. Vu la complexité de Middenheim, je ne vais pas arriver en 5 minutes à expliquer, et donc on ira dans le détail quand je ferai le chapitre sur Middenheim. Mais là, on va être sur c'est très localisé à Middenheim, hein, vous allez arriver, alors il y a un voyage jusqu'à Middenheim, qui peut être intéressant. Moi, j'ai utilisé d'ailleurs, le scénar sur le nécromant là des compagnons. Donc il y a, les raisins de la colère, un petit scénar qui s'entremêle, mais restons focalisés sur Middenheim. Vous allez faire le voyage jusqu'à Middenheim avec quelques aventures. Je conseille de donner quelques éléments de Middenheim sur le trajet parce que, on va arriver à un moment où c'est l'opposition entre les Sigmarites et les Ulrichiens.
Les Sigmarites, ce sont le culte de Sigmar, ceux qui suivent le culte de Sigmar, et les Ulrichiens, ceux d'Ulric, hein, le vieux, plus ancien dieu de la guerre. Et à partir de ce moment-là, tout le reste de la campagne, il y aura une opposition entre les Sigmarites et les Ulrichiens. Donc, distillez ça au fur et à mesure, des morts sur l'oreille si vous pouvez, mais dès maintenant, Middenheim étant le lieu privilégié, enfin le lieu saint avec la flamme d'Ulric, du clergé d'Ulric et Altdorf de Sigmar. Donc il y a une opposition religieuse et sur les deux capitales, celle de la grande capitale du nord de l'Empire et du Reichland. Donc là-bas, je vous déflore complètement le sujet. Middenheim est gouverné par un graphe, Boris Stormbringer. Celui-ci est malade, très affecté, en dépression, et manipulé par un certain nombre de conseillers. C'est ça l'histoire. Il y a bien entendu un traître, le pouvoir derrière le trône. Et ce traître, c'est un des 3 seigneurs de la loi, Karl-Heinz Wessmeyer. Je vous le dis direct, vous l'avez. Et donc, en fait, il manipule un certain nombre de personnages clés du royaume pour arriver à ses fins. Ses fins, c'est relativement simple. L'intrigue, elle est basique. Il veut faire passer un certain nombre de lois, des lois qui sont extrêmement négatives pour les, on va dire les espèces non humaines, les nains, les elfes, au point où ceux-ci, les nains, les elfes, vont quitter Middenheim. Donc en fait, ce qu'il veut, c'est affaiblir Middenheim. Et puis, il a un plan aussi, c'est qu'à la fin du carnaval, il a récupéré les services d'un doppelganger. Et son idée, c'est, alors que le Middenheim, en plein cœur du carnaval, mais aussi perturbé par la loi qui met à mal les relations avec les nains, sachant que les nains sont des espèces qui est très prégnante à Middenheim et qui a construit Middenheim et qui protège d'ailleurs les oiseaux de Middenheim. Et bien, Wessmeyer veut remplacer Boris Stormbringer par son doppelganger et donc prend le contrôle. Donc, l'idée de ce chapitre-là, c'est de balader ces personnages qui vont vite se rendre compte qu'il y a un problème avec cette loi. Pourquoi il y a cette loi? Ils vont vite se rendre compte qu'il y a quelque chose qui se trame, c'est bizarre, et ils vont commencer à rencontrer des personnages importants. Des personnages qui sont des conseillers, finalement, du graphe. Il y a le graphe, les seigneurs de la loi, ils sont 3, il y a le chancelier, il y a bien entendu Ulrich, le champion du graphe. Donc, encore une fois, je le fais rapidement, tous ces gens-là vont être plus ou moins manipulés, et Wessmeyer s'est amusé à chercher des moyens de contrôler chaque conseiller. Donc par chantage, par peut-être en appuyant sur quelque chose qui fait mal à un des conseillers du graphe. Donc ayez en tête, on est une semaine de carnaval, donc il y a tout l'empire qui s'est massé là pour voir les jeux du cirque, de la musique, c'est la fête en permanence, la joie, la ville est bondée. En même temps, ça commence à être le bazar parce que les nains se barrent et ça gueule économiquement. Il y a des personnes qui pensent que ça va d'ailleurs même, et c'est un personnage qui me paraît intéressant d'avoir en tête, c'est le commandant de la garde Ulrich Schussmann, qui pour moi a été un personnage qui est clé parce qu'il interviendra aussi très fortement dans le prochain livret, Le Raccord Nu. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai balancé tout plein d'informations. Les joueurs sont vite dit: «Bon, il y a quelque chose qui se trame, c'est lié au cul de la main pourpre». Eux, ils savent. Ils vont se faire amis avec des personnages importants. Et puis à la fin, si tout se passe bien, peut-être arriveront-ils à déjouer le complot de Wessmeyer. Alors, c'est possible, improbable en vrai qu'ils y arrivent parce que le complot est plutôt bien fait. Donc je conseille de faire en sorte que vos personnages puissent avoir accès à la haute société de Middenheim assez vite, parce que sinon ils vont tourner en rond dans les bas quartiers. Ça peut mais ils n'y arriveront pas, en restant dans les bas quartiers, donc il faut très vite donner l'opportunité, de faire des liens entre les PNJ majeurs, et là j'en reparlerai, dans la session dédiée. Sinon ils n'y arriveront pas et ça sera totalement un échec, donc il faut leur donner l'opportunité.
C'est multiplier les rencontres avec les personnages importants et donner-leur l'opportunité de les rencontrer. Sinon, à la fin, ils pourront pas démasquer le trait de Weissmeyer. Si ils y arrivent, il y a plusieurs options. Ils y arrivent trop tard, alors ils y arrivent pas du tout, donc Weissmeyer met son doppelganger et Boris Sonneberger est joué par un doppelganger à la solde du culte de la main pourpre. Donc la main pourpre a le pouvoir sur Middenheim. S'il arrive trop tard, le Graf peut être mort, hein, il a été tué. Soit ils y arrivent en temps et en heure et même largement et ils arrivent à trouver qui est Weissmeyer et d'ailleurs celui-ci va fuir. Ils peuvent l'arrêter, mais autrement il va fuir la cité et il reviendra dans le dernier opus de la saga. Donc on est sur quelque chose qui est celui-là il est hyper intéressant, un peu complexe à jouer. La trame, c'est un traître, un seigneur de la loi qui va manipuler les conseillers du Graf Domringer qui est malade, afin de prendre le pouvoir, d'affaiblir la cité et à la fin de pouvoir mettre un doppelganger à la place, du Graf et de prendre, de fait, le pouvoir. Peut-être ensuite, Weissmeyer sera nommé chancelier ou un poste très important, encore plus que seigneur de la loi. Voilà, c'est via, des indices qui peuvent être trouvés un peu partout qu'ils vont pouvoir cerner au fur et à mesure Weissmeyer, les seigneurs de la loi étant, par exemple, ceux qui proposent les lois au graphe. Donc une loi qui est inique, peut très vite amener les personnages à s'intéresser sur les seigneurs de la loi. Donc il y a moyen quand même d'y arriver à trouver qui est le traître et ça finit comme ça. Encore une fois, pas forcément bien. Qu'est-ce qu'on va faire? On est à Middenheim, la cité du Loup Blanc et on attaque le Racornu. Le Racornu c'est une grande enquête entre Middenheim, vous voyez au milieu de l'écran, et puis les montagnes du milieu avec, le donjon, de fer ou d'airain. En fait, ça remplace dans la première édition, on allait à Kislev, quelque chose de pourri, donc au nord-est et moi je trouve que c'est plutôt bien vu. Alors, il y a des avis différents, mais bon, moi je trouve que c'est plutôt bien vu parce que ça va introduire les Skaven qui sont une espèce particulièrement dangereuse de l'Empire, qui vivent, dans les souterrains de l'Empire et ça va aussi, montrer aux personnages qui commencent à avoir de l'agentivité dans le monde. En fait, l'histoire, elle est, relativement simple, encore une fois. Alors pas en lien avec le culte de la main pourpre, directement, même si on va y trouver quelques liens. Mais on va aller sur, le Croc jaune, qui est un culte, lié aux Skaven, aux hommes rats et donc ça va commencer tout simplement on commence quelques jours après la fin du carnaval de Middenheim, du festival de Middenheim. Nos personnages ont survécu ou pas, mais en tout cas, ils sont embauchés par le responsable de la garde, Ulrich Schulman, dont j'ai parlé tout à l'heure et il va leur demander, alors surtout s'ils ont réussi, à sauver, le Graf, hein, qui leur est reconnaissant. Il vaut mieux que ce soit comme ça parce que ça permet de bien expliquer, l'histoire, parce que si le Graf est mort, et qu'il est remplacé par un doppelganger, Schussmann sera toujours là, parce que Weissmeyer ne va certainement pas remplacer, tous les membres, éminents conseillers du Graf en quelques jours. Donc il y a une deuxième passe là où on pourrait encore, trouver Weissmeyer, alors que, les héros enquêtent. Mais c'est pas comme ça que l'intrigue est faite. L'intrigue, elle est faite, en gros, vous avez réussi à pouvoir, derrière le trône. Vous êtes nommé, dans une cellule, une commission spéciale, d'enquête et là, vous allez devoir trouver les cultistes de la main pourpre, qui restent encore dans la ville. Donc l'idée va être d'aller chasser, les magistères, du culte qui sont restés après la fuite de leur, maître, Weissmeyer, durant l'opus précédent. Donc ça, en gros, il y a des membres du culte qui vont se livrer aux forces de la ville. Donc, il va y avoir finalement quelqu'un qui va se retourner, qui va venir aider d'ailleurs le groupe en leur donnant des informations. Mais on va aller s'opposer aussi contre l'Ordo Terribilis de la main pourpre qui essaie de prendre la place, hein, de Weissmeyer, un puissant démonologue.
d'ailleurs. Donc là, on va avoir un combat intéressant. Alors, le sujet et c'est pour ça que là, on va avoir 3 grandes missions au début, hein, de retrouver des membres de la pourpre. C'est que finalement, s'ils sont envoyés par la ville de Middenheim et qu'ils ont tout pouvoir, d'utiliser la garde, bah, ça va aller assez vite. Parce que imaginez, voilà, j'ai trouvé où était logé quelqu'un, je viens avec, Middenheim, c'est une grande cité, hein, je viens avec 50 soldats, j'entoure et j'arrive. Donc voilà, si vous voulez garder un peu dans le racornu, un peu d'aventure, il faut faire en sorte que ce soit une commission spéciale, un peu secrète, ils font l'enquête occulte. Parce que moi, ce que j'ai dit à tout le monde, c'est: «On ne sait pas si la garde est infiltrée» et donc Schussmann va leur confier ces missions en tout secret parce que ça se trouve la garde est infiltrée et d'ailleurs à un moment donné la garde est infiltrée, ce qui va prouver ça et donc ils ont bien fait de garder leur mission, secrète. Voilà une petite astuce, pour lancer, le pouvoir le racornu et puis au fur et à mesure, on va se rendre compte en parallèle que les Skaven, pourrissent la cité. Donc là, avant, c'était le culte de la main-pourpre, maintenant on se rend compte que les Skaven préparent un mauvais coup. Et ce mauvais coup, je vous le dis tout de suite, ils sont en train de construire une arme extrêmement puissante dans les montagnes du milieu. Cette arme a la vocation certainement à attaquer Middenheim, et puis, dans l'Empire, hein, on va dire, puisque les Skaven veulent trouver le pouvoir et pouvoir remonter la surface et prendre le pouvoir sur l'Empire. Ils ont déjà tenté un nul il y a quelque temps. Et au fur et à mesure, nos personnages et là ça on parle plus du culte de la main pourpre, ils vont avoir des informations sur un assassin Skaven qui vont d'ailleurs, affronter, qui est en train de supprimer des gens qui pourraient avoir des informations sur cette arme secrète fabriquée par les Skaven. Et donc là, je trouve que c'est intéressant parce qu'on va changer, ça va être un peu, changer du culte de la main pourpre et puis on va s'opposer contre des nouveaux adversaires, les Skaven, qui sont liés. Ils sont liés, je vais expliquer, un peu en quoi ils sont liés, c'est en quelques mots. Ils sont liés, on l'apprend dans cet opus-là, au culte de la main pourpre parce que les Skaven ont assassiné un prince de l'Osland et ils ont fait croire que c'était, Lockland qui avait, diligenté cet assassinat ou tué le prince. Donc en fait, ils ont mis, la pagaille entre l'Ostland et l'Auckland, qui sont à l'est de l'Empire et au point où d'ailleurs, les les comtes, les électeurs, hein, responsables de ces 2 landes, commencent à faire la guerre ou en tout cas à se mettre un peu dessus. Donc ils sont liés, mais alors voilà, c'est un peu tiré par les cheveux, ça permettait de lier, j'imagine, les Skaven au culte de la main pourpre. En tout cas, ça peut être, assez séparé puisque ce que vont faire les personnages, ils vont se rendre compte que tout, est lié à quelque chose qui peut se passer et d'ailleurs le culte du croc jaune lié aux Skaven, vont aller au piquet qui est une zone qui garde finalement ce donjon au milieu des montagnes du milieu. Et là, ils vont se rendre compte que, les Skaven essaient d'attaquer, le donjon, chaotique, des Rins et ils vont, aller jusqu'à une base, on va dire la base des Skaven dans les montagnes, des Milieux. Pouvoir s'incruster à différents niveaux, soit ils le font de manière discrète, ce qui est possible vu le nombre de Skaven, mais il y a des humains aussi puisque le culte de la main jaune est présent et donc ils peuvent aussi se faire passer pour, des cultistes de la main jaune et se rendre compte que, le Skaven qui s'appelle Malice Monrak est en train de faire un énorme, espèce de canon, gigantesque, qui a vocation non pas finalement à attaquer Middenheim, mais a vocation à détruire Morslem, la lune, chaotique pour que des morceaux tombent sur l'Empire et rendent, l'Empire à tout jamais chaotique. Donc le grand plan, du Racornu, du dieu des Skaven, c'est de détruire l'Empire, enfin détruire, le rendre complètement chaotique et de le donner aux Skaven. Et c'est, je trouve, quelque chose d'intéressant parce que pendant tout le Racornu, les personnages vont être très focalisés sur l'humain, sur Middenheim, mais en fait non. C'est bien plus,
grand. Leur plan des Skaven est bien plus grand que ça, c'est de détruire Morslave, enfin de faire tomber Morslave sur l'Empire et le Vieux Monde. Et donc une fois qu'ils s'en rendent compte, ils rendent compte que, bah, ils peuvent être les sauveurs finalement de l'Empire, de l'humanité, même si s'il y arrive, peu de chances qu'on les croie sur l'ampleur, du complot, Skaven. D'ailleurs, il faut bien savoir que les Skaven n'existent pas pour la plupart, des humains et qu'on va d'ailleurs parfois douter, de la raison des personnages quand ils vont, dire qu'ils sont à la recherche de Skaven. Voilà sur le raccord nu. Pendant ce temps, l'Empire, continue à se désagréger. L'empereur a fait un traité pour que les mutants soient autorisés, alors ce qui est complètement anti-sigmarite. Berserk a été envahi par les forces impériales. Lockland et Lostland sont quasi en guerre. Et puis, on a les Ulrichiens et les Sigmarites qui commencent à se mettre dessus avec des sectes, on va dire, extrémistes d'Ulrichiens qui mettent le bazar près de Middenheim et un peu partout dans le Middenland. Donc, on commence à être, alors c'est plus qu'on commence, ça commence à être le chaos organisé, par quelques forces quand même, parce qu'il y a l'Empire, hein, qui reste fort, mais ça c'est de partout, des petites explosions, au point où moi j'ai commencé à dire que la guerre, larvait. Et surtout, ce que j'ai rajouté pour donner une crédibilité, c'est que quand, c'est un peu comme dans notre monde, quand, les forts peuvent commencer à prendre, les biens des faibles sans que personne ne fasse rien, et ben, les autres, qui peuvent se considérer forts le font sur des plus faibles et ça devient la loi du plus fort. Et donc, j'ai considéré que dans le sud, la comtesse de Nune commençait aussi à vouloir prendre des terres, et que un peu partout, les barons les plus forts allaient envahir, essayer d'envahir, les baronnies un peu plus faibles. Parce qu'ils profitent du chaos ambiant. Donc voilà où on arrive quand on est à la fin du raccord nu et là on va se rattacher avec l'Empire en ruine, à l'histoire, finalement, originelle. L'Empire en ruine, c'est une histoire où on revient vraiment dans la trame principale et après le raccord nu qui est de l'enquête et puis, du combat dans les montagnes, voilà, avec un petit donjon à la fin, on va revenir sur du politicien. Heu, il est écrit, bon, je vais faire en gros, ils mettent dans le livret des scènes. Ça commence, parce qu'il faut être récupéré dans les montagnes du milieu et on est récupéré par Heinrich Thornbringer, le fils illégitime de Boris Thornbringer, donc le numéro, enfin, finalement, le fils du graphe de Millenheim qui revient en dirigeable. Donc hop, on met un peu de renaissance là-dedans, mais c'est pas mal. Moi, je l'ai fait, je trouvais que c'était pas mal. Et puis, on va être attaqué dans ce dirigeable par des personnes qui viennent du Norland, parce que le Norland est sous domination de Middenheim. Ils essayent d'avoir finalement leur liberté, en tout cas de retrouver leur indépendance. Donc on commence à voir là quelque chose qui est très politique, c'est-à-dire que si vous n'avez pas instillé pendant le début de la campagne les noms des landes, des électeurs, de qui est sous coupe de l'autre, etc., ça va être compliqué, de tout balancer le dernier opus. Donc je conseille dès le début de raconter aux joueurs, aux personnages, la politique et d'instiller qu'il y a des troubles dans le Norland, d'expliquer le Talabecland, voilà. Et parce que ce sera plus simple, puisque là, en fait, on va être à un niveau, empire, hein. Avant, on était, local, régional, maintenant on est empire. Donc même s'il n'y a pas besoin qu'ils connaissent le nom de tous, les comptes électeurs, il est important qu'ils se rendent compte d'où ils sont. Surtout qu'ils vont voyager pas mal parce que là, ils vont partir de Mindenheim, aller à Aldorf et aller, jusque, à la passe du Feu Noir. Donc ils vont retraverser tout l'Empire. Je le fais très vite parce que ça va se passer avec un grand rassemblement d'Ulrichiens et de Sigmarites au Roc éclatant, qui est un lieu saint pour les 2 religions, pas très loin de Mindenheim. Ça va se passer que pour essayer d'avoir la paix, entre Aldorf et Middenheim, il va y avoir une proposition de mariage entre la fille du graphe et le prince Wolfgang, dont j'ai parlé au tout début, hein, qui est censé être l'avatar, du démon. Donc, le graphe Boris Thornbringer va proposer
En tout cas, il va y avoir une proposition de mariage entre Wolfgang et Katharina Thunbringer, la fille. Et donc, ça va tourner autour de cette quête de l'unité entre le nord et le sud, entre Middenheim et Altdorf. Ça va tourner autour d'un mariage. Bien entendu, il va y avoir un problème au mariage. Le mariage, ça va partir en au Talvrij parce que Weissmeyer, dont on a parlé pour la dernière trône, va venir hem, aider finalement le culte de la main pourpre à Altdorf, hein, qui est sous la coupe de Jan Westminster. Et Jan Westminster qui est un espion et qui manipule aussi le l'empereur. Et c'est là où on va découvrir l'empereur. Donc un mariage loupé, une tentative d'assassinat et là, on va découvrir que l'empereur et pourquoi en fait, y a-t-il un problème avec l'empereur? Alors là, dans l'histoire officielle, l'empereur est rendu l'histoire officielle, c'est celle qui est écrite dans la campagne. Il est rendu, faible et malade par, une herboriste sous la coupe de Jan Westminster qui rend l'empereur malade et peu conscient de ses décisions et donc il va prendre des mauvaises décisions poussé par des conseillers manipulés par Ryan Westminster. Alors moi quand j'ai lu, je me dis: «Tiens, c'est la même chose qu'un pouvoir derrière le trône mais avec l'empereur». Donc oui, ça marche, vous pouvez refaire la même chose et puis vous allez rendre compte que si vous enlevez le médicament de l'empereur, bah, il sera mieux et l'empereur en plus comme il est malade et ben, il a un clone, un sosie, ah tiens on repart sur un sosie qui se balade, bon qui est un soldat mais un peu nul donc très vite on va se rendre compte que c'est pas l'empereur et ça va donner, des informations aux joueurs. Donc moi attention pas fait ça, j'ai considéré que l'empereur était marqué par le chaos. Il avait des stigmates de mutant et donc, même s'il était encore sain de corps et d'esprit, même il pouvait plus se montrer. Et que peu de personnes le savaient, mais pour défendre l'Empire, rien n'avait été f bon, enfin, il était protégé, les personnes qui étaient les plus proches conseillers le savaient. D'où le sosie qui se baladait, hem, mais aussi le fait que le prince héritier soit de plus en plus entraîné et pressenti comme, l'héritier. Donc voilà, c'est différent, ce que j'ai fait est différent, mais voilà, ça me permettait de justifier aussi, l'édit sur les mutants, le fait que l'empereur lui-même alors c'est un gros twist, hein, que l'empereur soit muté et qu'il ait la peau écailleuse. Mais voilà, moi j'avais décidé ça au lieu qu'il soit malade. Mais les 2 fonctionnent bien entendu. Quand les personnages vont se rendre compte que ça, bah, ils vont se rendre compte aussi, il y a une scène d'anthologie, dans l'histoire officielle, c'est que l'empereur, le faux empereur, le sosie va se battre, va commencer à se battre contre Boris Stormbringer parce que les uns et les autres se mettent dessus pour avoir le pouvoir et Galmaraz va se casser. On va se rendre compte que Galmaraz n'est pas Galmaraz et donc tout le monde va se rendre compte que Galmaraz est pas Galmaraz. Bon, 2512 ans après, ça m'a paru gros. Donc moi, en fait, ce que, j'ai fait, c'est que, heu, les des savants, heu, s'en rendent compte et pourquoi ils se rendent compte? C'est que Gideon a manipulé un prestre de Ranald qu'on trouve à un moment donné, dans, le Racornu pour faire le grand œuvre du prince de Ranald, c'est voler Galmaraz quelques heures avant de le remettre à l'empereur. Donc le prêtre de Ranald, bon, s'y arrive, mais en fait s'est fait avoir par Gideon et tout le but était de donner à d'autres personnes que l'empereur, le marteau pour que en fait, il se rende compte que, ça n'est pas Galmaraz et donc un petit groupe d'érudits, donc attention, hein, ça c'est apocryphe, c'est pas du tout dans la campagne, pour qu'un groupe d'érudits, mais aussi, le grand prêtre Simarite, la prêtresse de Verena, Altdorf, se rendent compte qu'en fait Galmaraz n'est pas Galmaraz et peut-être c'est pour ça que Galmaraz n'a pas protégé l'empereur de la corruption. Donc voilà, je lié à la corruption du chaos de l'empereur et au fait, que Galmaraz aurait dû le protéger, il l'a pas protégé. Donc ils se rendent compte que tous effectivement, heu, que Galmaraz c'est pas Galmaraz et c'est de manière assez secrète qu'ils vont envoyer alors que l'empire est en flammes, hein, même si c'est pas le nom du livret, au bord du chaos, alors que la comtesse de Nune veut le pouvoir, au sud, que Boris Stormbringer, s'est replié ou se replie à Middenheim, c'est vraiment,
l'opposition du nord et du sud, et ben, nos aventuriers vont partir à la recherche du marteau, aidés par un érudit qui a fait beaucoup d'études sur le chaos et qui pense que la piste la plus naturelle est la passe du feu noir. Ils vont aller jusqu'à la passe du feu noir en traversant différentes aventures, et puis ils vont trouver la prison du démon, du grand démon. Et là, c'est là où on a le twist, hein, parce que normalement, pour que la prison reste fermée, Galmaraz doit rester comme clé, ou enfin comme serrure de cette prison. Alors, cette prison, elle est j'en reparlerai dans la session sur. Elle est en fait quasiment dans les royaumes de magie, dans les royaumes du chaos, pardon. Donc, elle est en dehors du monde, hein, du vieux monde. Donc, c'est une prison immatérielle, spirituelle. Et c'est là où c'est le twist. Soit les joueurs, les personnages laissent Galmaraz, et donc le démon ne pourra jamais s'enfuir, et il protège de fait l'Empire. Soit ils prennent Galmaraz pour ramener à l'Empereur, mais de fait, ils vont ouvrir la prison du démon. Donc je sais que les miens joueurs avaient envie de le laisser, mais pour jouer leur personnage, ils ont pris et sont retournés. Et là, on va jouer une scène. Normalement, ils reviennent victorieux. Ils ont retrouvé le marteau qui libérera certainement de la malédiction du chaos l'empereur, hein, Karl Franz. Et il va y avoir il y a une grande cérémonie. Alors ça, l'histoire officielle, c'est une grande cérémonie durant laquelle le marteau va être béni par le grand théogoniste. Mais celui-ci, lors de cette cérémonie, en fait, cette cérémonie ne sert qu'une chose, c'est à avoir une porte ouverte entre la prison du démon lui-même. Quand Chirard Guétru, lors de cette cérémonie, va s'incarner dans Wolfgang, et Wolfgang va être détruit, hein, dans l'histoire, puisque le démon va s'incarner dans sa forme démoniaque. Et là, soit il détruit tout le monde, soit il détruit pas tout le monde. Les aventuriers qui sont maintenant dans leur dernière carrière, certainement peuvent s'opposer à lui, et il y a tout un tas de fins possibles. Donc, il y a tout un tas de tableaux dans la campagne officielle qui va expliquer, en fonction des actions de personnages, si l'incarnation de Chirard Guétru est puissante ou pas, en fonction du nombre de 9 yeux qui restent, tel cas, elle est là ou pas, etc. Est-ce que Morslib a été détruit pas dans le raccordu? Et en fonction donc des actions du personnage, et ben, on n'aura pas le même Chirard Guétru en termes d'opposition. Donc, je trouve que c'est assez malin. Bon, j'ai pas du tout fait. Parce que moi j'ai balancé le moyen. Alors soit il est exalté, soit il est très exalté. J'ai balancé le moyen, et effectivement, soit il gagne et il va détruire une partie d'Aldorf, et puis le chaos va s'abattre. Soit il gagne pas, et puis c'est la suite de la vie de l'Empire, mais qui n'est pas dans la campagne de l'ennemi intérieur, puisque les différentes fins sont possibles et donneront des épilogues, bien entendu, différents. Donc voilà, en 1 heure, ce que j'ai pu raconter, j'espère de manière suffisamment linéaire pour que ça soit compréhensible par tout le monde. Donc, on a une histoire qui commence il y a 2512 ans, en synthèse, qui lie Sigmar et l'histoire de Sigmar et de Galmaraz, avec des démons du chaos de Tzeentch qui essayent de faire revenir le plus puissant d'entre eux sur le vieux monde. Pour cela, une intrigue pendant des années, le culte de la main pourpre qui est un objet, hein, un outil pour cela. Et puis un démon mineur qui trame des plans pour que des aventuriers viennent chercher le marteau. Et libère enfin le démon majeur de Tzeentch qui va s'abattre sur Aldorf et sur le vieux monde. Et vos héros vont devoir s'opposer et être un peu des pions pendant ces longs mois de campagne ininterrompus. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine session, qui sera un focus sur l'ennemi dans l'ombre. À très vite, à très bientôt.